Bienvenue aux actualités TVCO, édition du 7 août. Pour vous, aujourd'hui, l'équipe du Living Lab de l'hôpital de Baie-Saint-Paul tente de réinventer l'art des présentations. Vous verrez qu'on est bien loin des présentations PowerPoint habituelles. Un jeune entrepreneur de Baie-Saint-Paul tente de regrouper les auberges de jeunesse du Québec avec une application qui porte le nom de PACSAC et qui propose d'intéressants rabais aux voyageurs qui fréquentent les auberges de jeunesse. Les ateliers d'artistes de Maison-Mère ont souligné la semaine dernière la fin de 3 résidences d'artistes. Nous y étions et on vous présente un reportage à ce sujet. Enfin, le Centre culturel Paul-Médéric de Baie-Saint-Paul présente 3 nouvelles expositions. On vous en donne un avant-goût en compagnie de Pascal Pelletier. Sur ce, bonne émission. Est-il possible de lier art et médecine? Bien, c'est ce que tente de faire l'équipe du Living Lab de l'hôpital de Baie-Saint-Paul en tentant de réinventer l'art des présentations. Alors, vous verrez dans ce reportage qu'on est vraiment loin des présentations PowerPoint habituelles. On écoute ça à l'instant. Vendredi 31 août 2020, Manoir Richelieu, La Malbaie. Le Living Lab Charlevoix, un laboratoire opéré par des médecins résidents de l'hôpital de Baie-Saint-Paul, fait alliance avec un collectif de créateurs spécialisés dans les arts du cirque, les 7 doigts de la main. L'expérience qui est tentée ici est nouvelle, tant pour les médecins que pour les artistes. Il s'agit de présenter à un public réduit les fruits d'une étude sur l'état de la médecine d'urgence en région. Pour mieux mobiliser l'auditoire, on a recours à cette forme inusitée qu'est la conférence spectacle. En fait, c'est une présentation artistique d'une conférence scientifique. On appelle ça une conférence spectacle pour essayer de transmettre un peu d'émotion, finalement, à des données de recherche brutes. Parce qu'on sait que ça prend 17 ans pour que 14 de toutes les recherches, finalement, aient un impact sur les citoyens et les patients, ultimement. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. On doit d'abord vous trouver. L'ambulance doit être dispatchée, doit se rendre à vous. Ça prend beaucoup de temps, 2 fois plus qu'en région urbaine. On doit vous transporter à l'hôpital le plus proche. On doit prendre la décision, est-ce qu'on vous transfère ou on ne transfère pas? Peu d'équipement pour vous évaluer. On sait que lorsque on touche l'émotion des gens, on a tendance à être plus mobilisé à faire quelque chose. On se rappelle finalement, pas de ce que les gens nous disent, mais comment les gens nous font sentir. Mais si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu. Richard n'est pas un acteur. Fait que, ben voilà. Quand même fait un cours de cégep là-dedans. Mais l'historique. Pour réaliser la conférence spectacle, le Living Lab a fait appel à Patrick Léonard, qui dirige les 7 doigts de la main. Allez vous asseoir ces chaises. Là, guys, vous allez me faire une petite improvisation avec le Dr. Flea. C'est le Living Lab qui était déjà en communication avec l'École nationale de cirque et le CRITAC, qui est la chaire de recherche à l'École nationale de cirque. Et quand Richard est venu me voir avec Julie et qui m'ont présenté le projet, moi, j'ai quand même un petit background scientifique, j'ai un bac en chimie, donc, et je trouve que l'art mérite d'être utilisé de différentes façons, et non pas juste dans un théâtre où est-ce que les gens achètent des billets, mais qu'on utilise l'art pour peut-être aider à faire avancer plus concrètement nos sociétés. Je dis pas que l'art n'est pas utile à nos sociétés, loin de là, je le crois fermement. Mais dans une application concrète comme ça, je pense que ça va réaliser certaines personnes comme « Ah, tiens, c'est le fun de se faire informer de cette façon-là. » On a passé plusieurs jours ici à travailler là-dessus, mais c'est compliqué. C'est beaucoup plus de temps à faire qu'un PowerPoint, là. C'est extrêmement ardu, entre autres dû aux conditions COVID. Je vais vous avouer que de faire du cirque sans se toucher, c'est extrêmement triste. C'est une chose de décrire les services, mais c'en est une autre pour convaincre les décideurs de dire qu'à quelque part, il y a une association entre votre niveau de service puis la mortalité.
Intéressons-nous à présent au contenu de la conférence. On est allé avec le projet Urgence rurale 360 dans toutes les urgences rurales du Québec pour interviewer les citoyens, les décideurs, les professionnels, pour avoir leur point de vue. Ces urgences-là, c'est un filet de sécurité pour beaucoup de personnes. 20 des Canadiens habitent en région. Puis les urgences sont plus ou moins bien équipées comparées aux urgences urbaines, finalement. Fait qu'il y a des recrutements de personnel, la rétention des personnes, l'accès aux médecins dépanneurs. Il y a aussi maintenant, en temps de COVID, la venue de beaucoup de touristes. Il faut être prudent aussi avec tout ça. Les régions ont été fermées pendant longtemps. Les médecins ici, localement et ailleurs dans les régions rurales, ont très peur de ce qui pourrait arriver. Donc, il faut être vigilant parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs sur le banc, là. Et qu'est-ce qui fait fonctionner ce système de santé fragile? Eh bien, c'est nous. C'est nous les gens, c'est nous les humains, avec toute notre grande fragilité. Les gens ont l'impression aussi que les décisions sont prises au central, sont peu souvent consultées. Parmi les personnes consultées par les chercheurs d'Urgence 360, certains ont pointé du doigt les effets pervers d'une centralisation trop importante du système de santé. Les gens ont l'impression qu'avant, ils avaient une meilleure autonomie, ils géraient un budget et tout. Fait que je dirais au directeur général là, des différents CIS et CIUS que les gens veulent les voir et puis on sait que c'est des gens très occupés. Ils veulent être engagés dans leur milieu puis ils veulent vraiment travailler avec eux dans un esprit de collaboration, c'est certain. Bobby, c'est vraiment une bonne idée, ça. Je pense que tu pourrais apaiser un petit peu la situation en jouant un petit peu de violon. D'ailleurs, moi, je suggère dans les solutions qu'il y ait un musicien dans chaque urgence rurale. Notre système de santé bouge comme un organisme vivant. On va vers quelque chose de bien, vers quelque chose de pas bien. Donc, je voulais pas dans ça qu'on porte un jugement sur la gouvernance actuelle. C'est sûr qu'il y a eu des décisions avec la loi 10 Barrette qui a peut-être créé pour certaines localités une distanciation qui a fait ça. Je l'ai vu dans les rapports, qu'effectivement, localement, on a perdu un peu nos moyens qu'on avait de pouvoir faire changer les choses, faire avancer les choses. On a changé les choses, là, les gens se parlent, puis les choses vont revenir à un équilibre. Dans d'autres endroits, cette décision-là a eu des effets un peu plus bénéfiques. Ce qui est important, c'est de consulter les communautés locales, parce que c'est eux qui vivent ça, puis c'est important de créer un système qui va leur donner cette force-là de pouvoir agir. Ce qu'on veut, c'est de relever le profil des urgences rurales pour que les gens puissent avoir une meilleure voix pour dire c'est important ici. Les ateliers d'artistes de Maison-Mère ont souligné la semaine dernière la fin de 3 résidences d'artistes. Alors, pour voir le résultat de leur travail, bien, on était là et on vous présente un reportage là-dessus. Les rétrospectives, c'est une série d'expositions pour présenter le travail que les artistes qui sont venus en résidence avec nous ont fait pendant le mois. Donc, c'est une espèce de work in progress là, où on voit le travail des artistes à l'état brut, donc leurs recherches, leurs croquis, tout ça, ce qu'ils rapportent chez eux pour continuer leur travail. Donc, aujourd'hui, les artistes qui sont venus pendant le mois de juillet, il y en a eu 5 au total. Donc, on présente le résultat de leurs recherches. Le centre de production, en art actuel, les ateliers, sa mission, c'est vraiment de soutenir les artistes dans Charlevoix, réintégrer l'art actuel là, dans la région. Donc, on a nos artistes qui sont ici, qui louent des espaces avec nous de travail de façon permanente. Puis, on a aussi des artistes d'un petit peu partout qui viennent en résidence, entre des résidences de création qui varient entre 1 semaine et 4 mois. Là. Les artistes qui sont ici ont des démarches super variées. Il y en a qui sont en sculpture, il y en a en gravure, en dessin, peinture. Puis même nos artistes qui viennent en résidence, c'est encore plus varié. Là. On essaie d'avoir une majorité en art visuel, en art actuel, mais on ouvre pour que les démarches se mélangent, donc les médiums se mélangent. Puis on a des artistes en humour, en écriture de chansons. On a des artistes en cinéma, en littérature qui viennent faire des résidences aussi avec nous. Fait que c'est super trippant.
C'est un projet qui est super important parce qu'il n'y avait pas de locaux disponibles nécessairement dans la région pour les artistes, pour des espaces de travail. Donc, c'était vraiment quelque chose qui avait besoin pour ne pas avoir l'obligation de quitter la région pour aller habiter en ville pour pouvoir travailler sur leur projet. Puis, que le mélange se fasse avec les artistes d'ailleurs en résidence, c'est une opportunité super intéressante. C'est sûr que d'apporter de l'art partout où on va, je trouve ça très important. J'ai fait plusieurs résidences à différents lieux à travers le monde. Puis je sais que Baie-Saint-Paul, c'est une destination qui a toujours été artistique, puis beaucoup en peinture, vraiment un lieu au Québec important. Alors j'étais curieuse de le découvrir puis de venir amener ma voix aussi là-dedans, puis de voir comment l'endroit m'inspirait. Moi, je viens des Laurentides, c'est sûr que... et aussi de Montréal, un peu le coin là-bas. Donc, Charlevoix, j'étais attirée parce que c'est un endroit dont j'ai beaucoup entendu parler. C'est magnifique. Puis, j'ai tendance à vouloir peindre en nature, donc c'est sûr que c'est un endroit qui m'attirait pour ça. Ce qui m'inspire vraiment, c'est l'observation. Donc, j'ai tendance à pas nécessairement vouloir créer des scènes imaginaires. Je vais toujours observer mon environnement. Donc, avant d'aller quelque part, je vais jamais vraiment savoir ce que je vais faire. En arrivant ici, en fait, je me disais, bon, probablement que je vais vouloir peindre le fleuve ou la nature. Puis, en fait, en arrivant dans le studio, j'ai tellement été inspirée par l'énergie du lieu, le fait que ce soit un endroit qui ait eu tellement d'allées et venues, de gens qui se sont installés, qui ont créé leur propre nid là. Alors, l'œuvre aussi que j'ai créée, finalement, c'est en regardant un angle où est-ce qu'on peut percevoir le couvent, le fleuve, la pièce, à travers les heures, donc un peu un mélange de différents effets lumineux. Puis, avec ce feeling de comme si on arrive ou on s'en va, comme si on déplace des choses, une personne de passage, c'était vraiment ce que l'endroit m'inspirait. Puis en général, c'est ce que je fais. Je me laisse inspirer, je fais quelque chose à partir de la vie directement, puis je me laisse surprendre. Je recommande vraiment la résidence à n'importe qui. J'en ai fait beaucoup, puis c'est une des plus belles que j'ai faites. Donc, autant les lieux, la réception, à quel point c'est accueillant, la présence des autres artistes. Donc, ouais. On travaille sur un projet en trio, un projet d'exposition avec des œuvres individuelles, puis possiblement des œuvres collectives. Aller en nature à Baie-Saint-Paul, faire des croquis en plein air, puis par la suite travailler ensemble à l'atelier, puis s'influencer également, se contaminer en quelque sorte. Bien, en fait, c'est un projet qui est né vraiment du fait qu'on se connaît depuis un certain moment, qu'on connaît aussi le travail des autres artistes, puis on avait envie de travailler ensemble. Donc, on connaît bien soit le travail de Karine qui est plus en broderie, en dessin, Marie Fauve qui est en sculpture, moi qui touche un peu à tout. Donc, on avait envie de se réunir pour vraiment monter un projet d'exposition collectif. C'est pour ça qu'on a vraiment passé 3 semaines à faire de la recherche, à justement dialoguer ensemble pour créer le projet. Les ateliers ont acquis une nouvelle presse, puis vu qu'on travaille aussi le dessin, on avait le goût d'essayer des nouvelles choses. Donc, on a fait de l'impression aussi. Chacun a une linogravure, donc on a chacun un petit projet de lino qui nous rejoint tous. Le projet en tant que tel que vous avez réalisé, ça vous a pris combien de temps? 3 semaines, en fait. Oui, mais ça va se poursuivre, c'est ça. Nous, en fait, c'est un peu la première étape vers une exposition. Donc, on va sûrement se rencontrer aussi plus tard. On va laisser un peu dormir cette résidence-là, puis on va se réunir pour rediscuter, en fait, de ce qu'on a fait en atelier, puis ressortir les points forts, puis qu'est-ce qu'on aura envie de faire en galerie. C'est un honneur d'être ici. On était vraiment super contentes de pouvoir avoir du temps pour venir créer ici, dans un milieu qui est extrêmement riche au niveau naturel. Donc, on a fait beaucoup de cueillettes en nature. On a découvert avec Karine des plantes indigènes. On est allé faire aussi du croquis en nature directement sur la plage en arrière de la maison mère. On traite du paysage chacune dans nos œuvres. Puis vu que Karine vient d'ici, c'était vraiment notre idée qu'elle nous fasse découvrir son espace naturel, son environnement. Les
les auberges de jeunesse du Québec disposent maintenant d'une nouvelle application qui leur permet à la fois de se regrouper et à la fois d'offrir des rabais intéressants aux gens qui fréquentent les auberges de jeunesse pendant leur voyage. Alors, c'est un jeune entrepreneur de Baie-Saint-Paul qui a mis ça sur pied. On l'a rencontré et on vous présente ça à l'instant. Hugo Leblanc-Dufour, bonjour. 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 Hugo, vous êtes ici aujourd'hui avec nous pour nous parler d'un de vos projets qui s'intitule PACSAC. De quoi s'agit-il exactement quand on parle de PACSAC? C'est un réseau d'auberges de jeunesse au Québec. Donc, c'est autant le côté réseau d'auberges de jeunesse pour les aubergistes, pour se rassembler, s'entraider ensemble, collaborer, tout ça. Et aussi, de l'autre côté, pour les utilisateurs, pour les voyageurs, c'est une plateforme web avec toutes sortes d'outils pour leur voyage de type sac à dos au Québec. Donc, il y a du covoiturage, il y a un forum, un blog, un calendrier d'événements, puis une carte interactive du Québec avec les auberges jeunesse et des commerces locaux suggérés par les aubergistes. Quand on lance un nouveau projet comme ça, on se dit il faut combler un besoin qui n'est pas comblé. Vous, comme entrepreneur, là, quand vous avez parti PACSAC, c'était pour combler quel besoin? Vous aviez identifié quoi là, comme besoin à combler? Bien, je suis cofondateur de l'Auberge du Balcon aussi à Baie-Saint-Paul, auberge de jeunesse qu'on a ouvert en 2017. C'est à ce moment-là surtout que j'ai constaté ce manque-là. En fait, on commençait à chercher des moyens de faire connaître le projet, l'Auberge du Balcon, à son ouverture, fait que, pour que les gens viennent et tout ça. Ouais. Je trouvais qu'il manquait ça. Il manquait une plateforme qui allait regrouper toutes les auberges jeunesse du Québec. Parce qu'on a un contexte quand même différent au Québec, par exemple, par rapport à l'Europe, où il y a des dizaines d'auberges jeunesse, des fois pour une ville. Ici, c'est à part Gaspé, Montréal puis Québec, il n'y a pas d'autres villes qui en ont plus qu'une. Fait que c'est vraiment un village a son auberge, l'autre village a son auberge. Ouais. Fait que, puis il n'y a aucun site, autant les sites de réservation, tout ça, il n'y a rien qui regroupe vraiment toutes les auberges jeunesse. Fait que quelqu'un qui veut voyager en auberge jeunesse au Québec, il n'y avait pas de plateforme, il n'y avait rien pour voir vraiment sont où les auberges jeunesse. Il fallait chercher vraiment chaque village. Mettons, je cherche Baie-Saint-Paul, auberge de jeunesse. Je cherche Tadoussac, auberge de jeunesse. Gaspé, auberge de jeunesse, tout ça. Fait que de cette façon-là, en les regroupant sur une carte, en même temps en regroupant les outils que les voyageurs de type auberge jeunesse ont besoin, tout est là. Fait que dans le fond, ils arrivent là-dessus, ils ont une carte, ils voient tous les auberges jeunesse, ils savent qu'ils peuvent faire tel itinéraire, tout ça, puis ils ont tous les outils pour compléter leur voyage. Est-ce que c'est possible également par la plateforme de faire des réservations, d'entrer en contact avec les auberges, de planifier son voyage, puis de s'assurer qu'on est bien attendu à chaque endroit qu'on veut visiter? Oui, dans le fond, il y a sur la carte interactive du Québec et aussi il y a une liste des auberges. Il y a un bouton réservé que les utilisateurs vont être redirigés directement sur le système de réservation maison de chaque auberge. Donc, un des objectifs aussi avec ce projet-là, c'était de limiter l'utilisation des grands sites de réservation qui chargent des grandes commissions. Ça redirige vers le système de réservation en ligne, mettons, de chaque auberge. Fait qu'il n'y a pas de commission, il n'y a rien. Puis les gens peuvent réserver directement avec les auberges. Quelle est la réponse que vous avez jusqu'à maintenant? D'abord, vous avez lancé ça à quel moment, PACSAC? Et puis, comment ça va présentement dans le recrutement des auberges? J'ai lancé la version bêta l'été passé, en juillet 2019. OK. À ce moment-là, quand je l'ai lancé, j'avais 6 auberges. Puis j'avais lancé ça en mode bêta pour déjà quand même offrir la plateforme. La tester, puis tranquillement, il n'y avait pas encore tous les outils qui étaient prêts, fait que tranquillement rajouter les outils. Puis ça me permettait de faire du démarchage, d'aller voir les auberges. À l'automne passé, j'étais allé rencontrer pas mal d'auberges jeunesse, presque toutes les auberges de jeunesse du Québec, pour leur parler du projet et tout ça. Puis là, à ce jour-ci, il y en a 18 qui font partie de PACSAC. Il semblerait que le profil des voyageurs qui vont dans les auberges de jeunesse a changé un peu avec le temps. D'abord, on est de moins en moins en dortoir, il y a de plus en plus de chambres individuelles. Et je sais, pour avoir parlé avec les gens du balcon ici, que le profil des voyageurs est en train de changer également, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui reviennent à une certaine simplicité dans le voyage. Est-ce que vous constatez ça également à l'ensemble des auberges de jeunesse à travers le Québec? Oui, c'est assez généralisé. C'est sûr qu'en ville, ils vont avoir des profils un peu différents. Ils vont avoir plus de voyageurs internationaux, puis peut-être un peu plus de jeunes. Mais sinon, là, en général, c'est assez généralisé.
les profils là, qui sont très différents. Là, justement, là, beaucoup plus. Par exemple, à l'Auberge de Balcon, on avait fait un sondage qui nous révélait que les tranches d'âge, on avait fait 5 tranches d'âge pour un sondage, puis c'était pratiquement parfaitement partagé, là, 20 partout. Là. Il y a plusieurs personnes qui vont préférer économiser sur leur hébergement pour avoir plus d'argent pour faire des activités, se payer des bons restos et tout ça. Parce que c'est sûr que les auberges jeunesse, ben, un point important, ben, c'est que c'est abordable, c'est plus abordable qu'ailleurs. Fait que les gens profitent de ça, mais c'est pour ça, mais c'est vraiment aussi parce que les gens se sentent bien dans les auberges jeunesse. Il y a vraiment une proximité souvent avec l'aubergiste. C'est vraiment des projets où ce que tu vas sentir la création de l'aubergiste. Pour lui, c'est vraiment il crée un espace pour que les gens puissent se rencontrer, créer des liens, faire des nouveaux amis et tout ça. Fait que c'est vraiment aussi cet aspect-là que les gens adorent. Puis pour travailler à l'Auberge du Balcon, des gens de tout âge apprécient cet élément-là, de pouvoir rencontrer des gens et tout ça. Là, puis, là, vous avez maintenant 18 aubergistes, mais au niveau des utilisateurs, est-ce que l'organique, là, on dit une progression organique, là, donc du bouche à oreille, mais sur Internet, là, est-ce que vous êtes satisfait de vos taux de fréquentation jusqu'à maintenant? Est-ce que ça commence à marquer des points auprès des voyageurs? Au niveau des réseaux sociaux, ça va super bien. Sur Facebook, j'ai une très bonne... bonne communauté, oui. Bonne communauté, puis les gens sont assez réactifs et tout ça. Au niveau des utilisateurs aussi, ça va bien. Il y a une bonne progression là, depuis, mais je viens de lancer la version complète, dans le fond. Oui, vous avez lâché le bêta, puis vous êtes passé à la version. Début juillet, le 3 juillet, ce mois-ci. OK. Fait que c'est tout récent, mais il y a quand même une bonne progression là, d'utilisateurs sur la plateforme. Tous les outils sont gratuits, mais en se créant un compte, les gens ont aussi un cadeau de bienvenue dans chaque auberge. Fait que c'est une façon de les encourager à se créer un compte gratuit sur la plateforme. Parce que là, les utilisateurs se créent un compte sur votre plateforme. Oui, c'est ça, c'est gratuit, mais ça permet d'utiliser le forum, ça permet d'avoir une carte de membre, PACSAC, qui donne accès à un cadeau de bienvenue à chaque nouvelle auberge de jeunesse visitée là, qui est membre de PACSAC. Là. Vous avez donc lancé en juillet dernier votre version, je ne dirais pas définitive, mais vous avez quitté la version bêta, puis vous êtes arrivé avec une version complète. Mais comme vous êtes un entrepreneur dynamique, vous avez également parti une autre chose qui s'appelle Fouine. Parlez-moi donc de Fouine un peu. Qu'est-ce que c'est? Vous avez rajouté quelque chose déjà à ce que vous faites avec PACSAC. Oui, bien, c'est pendant le confinement. Évidemment, tous les acteurs touristiques étaient en pause. Tout le monde réfléchit à l'avenir et tout ça. Ouais. Moi, je réfléchis à l'avenir de mes projets, de l'Auberge du Balcon, de PACSAC, tout ça. Je me suis rendu compte que c'était le bon timing avec aussi tout l'engouement pour l'achat local, l'achat québécois, encourager l'économie québécoise. Je me suis rendu compte que c'était le bon moment de lancer un site de réservation québécois qui a comme objectif de remplacer vraiment les Booking.com, Expedia, Airbnb et tout ça. Parce que ces sites-là, c'est très dispendieux pour les hôteliers puis les auberges qui les utilisent. Il y a des frais qui sont assez importants quand on va avec Booking.com ou d'autres comme ceux-là. Oui, exact. En général, là, ça va être... la base, ça va être à environ 15 de commission, mais ça peut monter là, dans certains cas jusqu'à 30 là, de commission. Parfois, c'est les voyageurs aussi qui vont l'assumer. Ça dépend des plateformes. Fait que dans tous les cas, c'est quand même une grande partie des revenus qui s'échappent des mains des établissements d'hébergement. Non seulement des établissements, mais ce sont tous des sites qui sont pas québécois comme tel. C'est ça. Donc les profits de ça s'en vont ailleurs également. Exact, s'en vont ailleurs, puis ces compagnies-là ne payent pas d'impôts au Québec, tout ça. Fait que, alors, comment ça fonctionne, Fouine? Donc, c'est ça, le but de Fouine, c'est de créer quelque chose au Québec. C'est seulement pour les établissements d'hébergement qui ont un siège social au Québec. OK. Puis, ce que moi, je propose, c'est que c'est une commission vraiment plus basse pour laisser plus d'argent dans les poches des établissements. Donc, moi, ce que je propose, c'est 5 de commission.
Tous les types d'hébergements sont bienvenus, autant les gîtes, auberges de jeunesse, les hôtels, les motels, les résidences principales qui ont nouvellement un permis là, pour eux, là, le type Airbnb. C'est un site web qui va être lancé là, à la fin août, début septembre. Là, vous êtes en recrutement des établissements, c'est ce que je comprends? Exact, c'est ça. Je suis en recrutement. J'invite tous les établissements de Charlevoix à me contacter pour faire partie de la plateforme. Il n'y a aucun coût de configuration, aucun autre coût là, de démarrage ou tout ça. C'est vraiment seulement une fois que les réservations sont créées, ben, il va y avoir une commission. C'est ça. Dans le fond, ça va être lancé c'est ça, fin août, début septembre. C'est sûr que je vise un premier gros été pour l'été prochain. Pour l'été prochain. Ça va être un peu... ça ne sera pas une version bêta comme Pack-Sac, mais c'est sûr que ça va être un peu plus ralenti là, pour se préparer. C'est sûr que tout l'automne, hiver, ça va être aussi du démarchage de mon côté pour trouver de plus en plus d'établissements pour lancer vraiment un bon été complet là, à l'été 2021. Et ça, vous avez senti qu'il y avait un besoin chez les établissements de faire affaire avec quelque chose de moins coûteux puis de faire affaire avec quelque chose de québécois. C'est la ligne que vous essayez d'exploiter là, comme telle. Oui, tout à fait. En fait, vous parlez à peu près à n'importe qui, là, dont 95% des établissements d'hébergement sont fâchés contre ces sites de réservation-là. À cause des commissions. À cause des commissions, à cause de leur fonctionnement, à cause de leur éloignement par rapport à l'établissement. On ne peut pas écrire ce qu'on veut sur son établissement, la description de l'établissement. C'est Booking, par exemple, qui va la choisir. Fait que ça ne représente pas notre établissement du tout. Ils vont parler, par exemple... de la piscine, plutôt que parler de l'ambiance. C'est ça. Fait que, oui, c'est vraiment tout simplement d'offrir quelque chose qui coûte beaucoup moins cher et qui est une plateforme québécoise, donc qui garde tout l'argent des commissions reste au Québec, dans l'économie québécoise. Puis aussi, moi, je veux redonner une partie des revenus qui vont être ramassés grâce aux commissions à des organismes sociaux ou environnementaux. Également, je veux proposer aux établissements de soumettre des projets écologiques qui peuvent être dans leur établissement ou autant que dans leur communauté. Que les profits de la plateforme pourraient soutenir. Exact, c'est ça. Comme à chaque année, par exemple, moi, je ferai un appel de projet, puis je soumettrai les projets au vote aux utilisateurs de la plateforme. Puis, celui qui a le plus de votes obtient le financement pour faire son projet. Alors, en terminant, ceux qui veulent d'abord fréquenter des auberges de jeunesse et puis obtenir des cadeaux à chacune des visites, on se rend sur packsac.com. Oui. Packsac.com. PAK-SAK.com. Packsac.com. Et là, ça, c'est en place. Ouais. Et puis, Fouine, à partir de... On est en démarchage présentement, puis Fouine à partir de l'été prochain. Vous avez l'ambition de remplacer les grands du voyage. Oui, c'est ça. Des grandes ambitions. Bien, écoute, Hugo Leblanc-Dufour, merci beaucoup, puis bonne chance dans vos projets. Merci beaucoup. Le Carrefour culturel Paul-Médéric de Baie-Saint-Paul présente 3 nouvelles expositions et Pascal Pelletier s'est entretenu avec les artistes qui vous présentent des œuvres originales. Aujourd'hui, je vous présente les 3 nouvelles expositions qui sont présentées ici au Carrefour culturel Paul-Médéric jusqu'au 13 septembre. La première exposition que je vous présente va se nommer Rétrospective et est présentée par Mme Lucie Gonella. La seconde sera Expression libre d'un collectif d'artistes de Baie-Saint-Paul, ainsi que l'exposition La couleur, maître de mes horizons de Mme Henriette Gagnon. Bonne émission. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Mme Lucie Gonella qui nous présente son exposition Rétrospective. Bonjour, Mme Gonella. Bonjour, Pascal. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'est réciproque. Pour ce montage, le montage d'une exposition solo, oui. Pouvez-vous nous parler un peu de qu'est-ce qu'on retrouve dans votre exposition? En fait, j'ai une rétrospective d'une vingtaine d'œuvres qui date finalement de 1991 à 2020. Donc, c'est quand même pas évident de faire une rétrospective avec 20 œuvres sur autant d'années. Oui, sur presque 30 ans. Exactement, mais c'est un défi, et puis défi pas si simple à relever, mais intéressant. Ah, c'est ça, donc, faire le choix a dû être complexe. Faire le choix était complexe, et bon, aussi, j'ai ramené même
une œuvre de l'Amérique que j'avais fait en Amérique du Sud, qui était dans mes porte-documents. Et j'étais contente, finalement, de pouvoir la présenter au public. Et ce qui m'amène, justement, à présenter des œuvres qui datent de 1991, voir ce que je faisais déjà à l'époque et voir ce que je fais aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un parcours sur 30 ans environ. Mais c'est sûr que la majorité des œuvres vont se situer dans les 20 dernières années. Alors, la seconde exposition que j'ai à vous présenter se nomme Expression libre et j'ai avec moi un des artistes du collectif de Baie-Saint-Paul, M. Denis Reed, qui est dans le fond le coordonnateur de cette exposition. Bonjour, M. Reed. Allô. Bienvenue au Carrefour culturel Paul-Médéric. Oui. Moi, je commencerais peut-être par vous demander, c'est quoi ça, le collectif des artistes de Baie-Saint-Paul? Le collectif, le mot le dit, de toute façon, un collectif, c'est plusieurs artistes et c'est aussi plusieurs techniques. Puis pourquoi on a créé ça? En fait, c'est une histoire, bon, il y a quelques années, on avait le rêve d'automne, OK? Et puis pour nous autres, c'était toujours l'occasion spéciale de se rencontrer, puis d'être ensemble. Puis, quand le rêve d'automne a disparu, bien là, on était comme des artistes qui erraient tout seuls dans la prairie, sachant plus où se pitcher. Puis là, on s'est dit, c'est peut-être le fun de se regrouper. Pourriez-vous peut-être me nommer les artistes qui font partie du collectif? C'est quoi leur technique? Donc, présentez-nous. En fait, c'est ça. Le collectif, c'est ça. Ça se veut des artistes de la région. OK? Pour la plupart, tu en as beaucoup de Baie-Saint-Paul. Tu as comme Fredo Artiste qui fait du papier mâché. Tu as Joyce Hodard qui fait de la photographie, Anne-Marie Bourbeau qui fait de l'aquarelle, José Brisson qui fait de l'acrylique, Richard Boyer aussi. Tu as une dame qui s'appelle Kat Bouchard. Elle a fait de la... ça, j'ai de la misère à le lire. Peut-être que si je mettais mes lunettes. Cyanotype, qui est un procédé photographique monochrome. C'est très particulier. Puis on voit qu'il y a des gens qui en font de plus en plus. En tout cas, tu as Marianne Fourcaudot qui fait de l'aquarelle, Roch Lefrançois de l'huile, Pierre-Gilles Martin de l'acrylique, Dominique Normand, qui est justement derrière moi, qui fait de l'acrylique, Umberto Pinochet, que tout le monde connaît, Marco Piloto aussi, acrylique, Denis Reed, ça c'est moi, Hélène Tremblay, une jeune artiste que j'ai poussée à venir exposer ses œuvres à dessin et acrylique. Il y a Carole Tanguay, puis avec un autre monsieur qui s'appelle François Terrien, puis lui, c'est de la gravure, entre autres. Oui. C'est très intéressant. Alors, la troisième exposition que je vous présente aujourd'hui se nomme « La couleur, maître de mes horizons ». Et ce sont les œuvres de Mme Henriette Gagnon qu'on présente. Bonjour, Mme Gagnon. Bonjour, Pascal. Donc, justement, moi, je vous connais bien, mais peut-être que le public, lui, vous connaît moins. Donc, voulez-vous me parler de votre carrière artistique? Depuis quand? Comment on en arrive là, à faire une exposition comme aujourd'hui? On travaille un peu pour obtenir des résultats à un moment donné. J'ai repris vraiment la peinture au moment où je suis partie à la retraite. J'ai fait une carrière de conceptrice graphiste et j'ai fait mes études en art et tout ça. La peinture, ça a toujours été la principale passion qui m'a toujours habitée. Donc, c'était comme un plan d'avenir pour moi. C'était sûr qu'au moment où j'allais entreprendre la retraite, j'allais me consacrer entièrement à la peinture, chose que je fais depuis maintenant 10 ans. Je suis très contente. C'est du rattrapage, énormément de rattrapage parce que l'évolution a fonctionné de manière assez rapide dans le sens que quand tu commences une carrière, tu recommences une carrière de peintre après avoir exercé le métier de conceptrice graphiste, c'est un peu comme si tu repartais à zéro. Alors, pour moi, j'ai dû reprendre les outils, me familiariser avec les médiums. Oui, mais ça s'est fait quand même assez bien parce que la passion était toujours là, donc ça a bien été. C'est déjà tout pour cette semaine. On vous laisse avec des images de Ciné dans le Pré qui se déroulent tout l'été à Baie-Saint-Paul et on vous dit à la prochaine.